Dans le silence glacial du sommet du monde, là où la carte se plisse sur elle-même dans une immensité blanche, une nouvelle artère pour le commerce mondial est en train de se forger. Ce n'est pas une artère de chair et de sang, mais une voie d'eau et de glace, un passage qui a hanté l'imagination des explorateurs pendant des siècles et qui est aujourd'hui au cœur d'une transformation géopolitique radicale. C'est l'histoire de la route maritime du Nord, un couloir autrefois endormi qui se réveille sous l'effet combiné du réchauffement climatique et de la froide logique du pouvoir. Tandis que les anciennes routes commerciales, en particulier le canal de Suez, sont en proie à l'instabilité et à la violence, la Russie et la Chine parient leur avenir économique et stratégique sur ce passage périlleux. Elles investissent des milliards, déploient des flottes de brise-glace et remodèlent le fond de l'océan Arctique, tout cela pour créer une nouvelle route de la soie polaire, à l'abri des sanctions occidentales et des conflits du Moyen-Orient. Comment une friche gelée est-elle devenue l'un des espaces géopolitiques les plus importants du XXIe siècle? Pourquoi des nations sont-elles prêtes à risquer une catastrophe écologique pour raser quelques jours de temps de transport? Et quelles sont les véritables implications de cette nouvelle grande partie qui se joue dans l'Arctique? C'est une histoire de cause à effet, une chaîne d'événements qui lie un missile au Yémen à un navire de dragage en Sibérie, et le destin du commerce mondial au sort d'un ours polaire. Pour comprendre la révolution en cours, il faut d'abord se souvenir de ce qu'était la route maritime du Nord, un rêve et un cauchemar. Pendant plus de 400 ans, les puissances européennes ont cherché un passage du nord-est vers les richesses de l'Asie, une alternative aux longs et dangereux voyages autour de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud. Les explorateurs, de Willem Barents à Vitus Bering, se sont heurtés à la réalité brutale de l'Arctique, une barrière de glace impénétrable qui broyait les navires et les hommes avec une indifférence glaciale. Pour la majeure partie de l'histoire, la route était moins une voie maritime qu'un cimetière de navires et d'ambitions. Ce n'est qu'à l'époque soviétique que le passage a commencé à être systématiquement exploité, mais même dans ce cas, son utilisation était limitée et hautement spécialisée. L'Union soviétique a construit la plus grande flotte de brise-glace au monde, non pas pour le commerce international, mais pour approvisionner ses villes et ses bases militaires isolées le long de la côte sibérienne. La navigation était saisonnière, limitée aux quelques mois d'été où la glace se retirait suffisamment pour permettre un passage assisté. Pour le reste du monde, le commerce mondial suivait des chemins bien établis et fiables, gravés dans la conscience collective des logisticiens et des capitaines de navires. Le canal de Suez et le canal de Panama. Ces goulots d'étranglement artificiels étaient les artères vitales de l'économie mondiale, des raccourcis fiables à travers lesquels circulaient des milliers de milliards de dollars de marchandises chaque année. L'Arctique restait une frontière lointaine, une curiosité géopolitique et un sanctuaire écologique, mais certainement pas un concurrent sérieux pour le transport maritime mondial. Puis, deux événements cataclysmiques, de nature très différente mais aux effets convergents, ont commencé à remodeler cette ancienne certitude. Le premier était un processus lent, inexorable et planétaire, le changement climatique. Décennie après décennie, les émissions de gaz à effet de serre ont réchauffé l'atmosphère et les océans, et nul par cet effet n'a été plus prononcé que dans l'Arctique. La région se réchauffe à un rythme 4 fois supérieur à la moyenne mondiale. La glace de mer pluriannuelle, l'épaisse et vieille glace qui constituait autrefois une barrière permanente, a commencé à fondre et à se fragmenter. La superficie de la glace de mer estivale a diminué de façon spectaculaire. Les scientifiques ont publié des rapports de plus en plus alarmants, montrant des graphiques avec des pentes descendantes abruptes, prédisant un avenir où l'océan Arctique serait libre de glace pendant les mois d'été. Pour le monde, c'était un signe de catastrophe climatique imminente. Pour quelques planificateurs stratégiques à Moscou, c'était une opportunité qui ne se présentait qu'une fois par millénaire. La nature, par une ironie tragique, était en train de réaliser ce que des siècles d'exploration n'avaient pu accomplir, ouvrir le passage du Nord-Est. Le deuxième événement a été soudain, brutal et politique. En février 2022, la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. La réponse de l'Occident a été rapide et écrasante. Une avalanche de sanctions économiques sans précédent conçues pour paralyser l'économie russe et l'isoler du système financier et commercial mondial. Les entreprises occidentales se sont retirées. Les banques russes ont été coupées du système SWIFT et les exportations russes de pétrole et de gaz, la manne de l'économie du pays, ont été soumises à des plafonds de prix et à des embargos. Soudain, les routes commerciales traditionnelles de la Russie vers l'Europe sont devenues hostiles ou ont été fermées. Confronté à un étranglement économique, le Kremlin a été contraint d'opérer un pivot stratégique radical. S'il ne pouvait plus vendre ses vastes ressources énergétiques à l'ouest, il devait les vendre à l'est, à des partenaires comme la Chine et l'Inde, qui n'avaient pas adhéré au régime de sanctions. Mais comment acheminer d'énormes volumes de gaz naturel liquéfié, GNL, et de pétrole brut des champs de production de l'Arctique sibérien vers les marchés asiatiques? Le transport par chemin de fer était limité. La route maritime du Sud, via le canal de Suez, était longue, coûteuse et traversait des eaux contrôlées ou surveillées par des puissances hostiles.
C'est alors que la route maritime du Nord est passée du statut d'option intéressante à celui de nécessité stratégique. Elle est devenue la bouée de sauvetage économique de la Russie, une artère vitale pour contourner l'isolement occidental et cimenter une nouvelle alliance économique avec la Chine. La convergence de ces deux forces, un Arctique en fonte et une Russie isolée, a déclenché une escalade rapide des activités le long de la côte sibérienne. L'ambition a été codifiée dans un plan de développement national approuvé par le gouvernement russe, un document prévoyant des investissements s'élevant à près de 2 billions de roubles, soit plus de 20 milliards de dollars américains. L'objectif était clair et audacieux: transformer la route maritime du Nord en une voie de navigation compétitive, durable et ouverte toute l'année d'ici le début des années 2030. L'argent a commencé à affluer. Rosatom, le conglomérat nucléaire d'État russe, a été chargé de superviser le développement de l'itinéraire et de sa flotte de brise-glace à propulsion nucléaire, la seule du genre au monde. De nouvelles commandes ont été passées pour des brise-glaces de la classe Leader, des mastodontes capables de se frayer un chemin à travers des glaces de 4 mètres d'épaisseur, conçues pour maintenir la route ouverte même au cœur de l'hiver arctique. Les compagnies énergétiques russes, comme Novatek et Gazprom, ont accéléré leurs projets de GNL dans la péninsule de Yamal et de Gidan, des projets dont la viabilité économique dépend entièrement de la capacité à exporter vers l'Est via la route maritime du Nord. L'impact ne s'est pas limité à la Russie. La Chine, avide d'énergie et cherchant à sécuriser ses propres chaînes d'approvisionnement, a vu une immense opportunité dans la détresse de la Russie. Pékin a officiellement intégré la route maritime du Nord dans sa tentaculaire initiative de la ceinture et de la route, la rebaptisant route de la soie polaire. Les entreprises chinoises sont devenues des partenaires d'investissement clés dans les projets de GNL russes, fournissant des capitaux et des technologies en échange d'un approvisionnement énergétique à long terme. La compagnie maritime chinoise COSCO a commencé à envoyer de plus en plus de porte-conteneurs sur la route pendant les mois d'été, testant sa viabilité commerciale. Pour la Chine, les avantages étaient multiples. La route maritime du Nord offre une alternative au point d'étranglement stratégique du détroit de Malacca, par lequel transite une grande partie de son commerce et de ses importations d'énergie, une voie vulnérable à un blocus en cas de conflit. C'est également une route nettement plus courte. Un voyage de Shanghai à Rotterdam via la route maritime du Nord peut prendre environ 33 jours, contre 48 jours via le canal de Suez. Cela signifie des économies de carburant, des coûts d'équipage réduits et un délai d'exécution plus rapide pour les marchandises de grande valeur. L'idée de la route de la soie polaire s'est répandue au-delà du simple transport maritime pour englober la coopération en matière d'extraction de ressources, de développement d'infrastructures et même de recherche scientifique dans l'Arctique. L'axe sino-russe dans le Grand Nord a commencé à prendre forme, non pas comme une alliance militaire formelle, mais comme un partenariat pragmatique fondé sur des intérêts économiques et géopolitiques mutuels. Alors que Moscou et Pékin accéléraient leurs plans pour l'Arctique, le système commercial mondial traditionnel a commencé à montrer des signes de tension extrême, ajoutant un sentiment d'urgence au projet du Nord. Le point de rupture s'est produit à des milliers de kilomètres de là, dans les eaux chaudes de la mer Rouge. À la suite du conflit à Gaza, les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont commencé à lancer des attaques de drones et de missiles contre les navires commerciaux qu'ils prétendaient être liés à Israël. Les attaques sont rapidement devenues moins discriminantes, créant une zone de danger de facto pour presque tous les navires traversant le détroit de Bab el-Mandeb, l'entrée sud de la mer Rouge et la porte d'entrée du canal de Suez. Les compagnies maritimes ont été confrontées à un choix impossible: risquer leurs navires, leur cargaison et la vie de leurs équipages, ou entreprendre le voyage long et coûteux autour de la pointe sud de l'Afrique, le cap de Bonne-Espérance. La plupart ont choisi la sécurité. Le trafic par le canal de Suez, qui traitait auparavant environ 12% du commerce mondial, s'est effondré. Au début de 2024, le volume de transit avait chuté de plus de 50%. Les primes d'assurance pour les navires osant encore emprunter la route ont grimpé en flèche. Le détour par l'Afrique a ajouté de 10 à 14 jours au temps de trajet entre l'Asie et l'Europe, brûlant des millions de dollars de carburant supplémentaires par voyage et provoquant des perturbations massives dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette crise en mer Rouge a servi de puissante démonstration de la vulnérabilité des goulots d'étranglement traditionnels du commerce mondial. La fragilité d'un système qui dépendait de quelques passages étroits est devenue douloureusement évidente. Pour les partisans de la route maritime du Nord en Russie et en Chine, c'était un argument de vente inattendu mais puissant. Ils pouvaient désormais présenter leur route non seulement comme plus courte, mais potentiellement comme plus sûre et plus fiable que les alternatives du Sud, en proie à l'instabilité géopolitique. Un vice-premier ministre russe a été prompt à souligner que la route maritime du Nord était une alternative au canal de Suez, une affirmation qui passait sous silence les dangers très réels de la glace, des tempêtes arctiques et du manque d'infrastructures de sauvetage. Néanmoins, le message a eu un écho. La crise de Suez a transformé le débat sur la route maritime du Nord. Ce n'était plus une question de Tsi,
mais une question de quand et comment. Face à cette convergence de facteurs favorables, le Kremlin a officialisé sa stratégie audacieuse. Le plan de développement de la route maritime du Nord est devenu une priorité nationale absolue. L'objectif a été fixé à un volume de trafic de 150 millions de tonnes d'ici 2030, une augmentation exponentielle par rapport aux quelques 35 millions de tonnes transportées en 2023. Pour y parvenir, il ne suffisait pas de compter sur la fonte des glaces. Il fallait activement remodeler la géographie de l'Arctique. L'un des projets les plus ambitieux et les plus critiques est un effort de dragage massif dans le golfe de Lobé, une immense baie de la mer de Kara qui donne accès aux terminaux de GNL de la péninsule de Yamal. Les eaux du golfe sont naturellement peu profondes, trop peu profondes pour les énormes méthaniers de classe glace nécessaires pour transporter le gaz de manière économique. La solution est donc de creuser un chenal de navigation en haute mer, long de plus de 50 km, profond de 15 mètres et large de près de 300 mètres. C'est un projet d'ingénierie colossal, qui implique de déplacer des dizaines de millions de mètres cubes de sédiments du fond marin. C'est l'équivalent de la construction d'une autoroute sous-marine dans l'un des environnements les plus sensibles de la planète. Naturellement, un projet d'une telle ampleur a suscité la controverse et le scepticisme. De nombreux analystes maritimes occidentaux ont souligné les obstacles considérables. Les coûts de transit sur la route maritime du Nord restent élevés, en grande partie parce que la Russie exerce un contrôle monopolistique sur la route. En vertu de la loi russe, les navires étrangers doivent obtenir une autorisation et payer des droits pour les services d'escorte obligatoires des brise-glaces russes. Ces coûts peuvent annuler une grande partie des économies de carburant réalisées grâce à la distance plus courte. De plus, les conditions arctiques exigent des navires spécialement renforcés contre la glace, qui sont plus chers à construire et à exploiter. Les compagnies d'assurance restent méfiantes, facturant des primes élevées pour couvrir les risques uniques de navigation dans des eaux parsemées de groulères et d'icebergs. Les critiques ont également fait valoir que, malgré les investissements, la route serait probablement incapable d'égaler la fiabilité et la capacité de Suez toute l'année pendant encore de nombreuses années. C'est un pari monumental, a noté un expert en logistique maritime basé à Londres. La Russie parie que la géopolitique et le climat vont réécrire les règles du transport maritime plus vite que l'économie ne pourra les contredire. Le scepticisme était palpable. Mais il n'a pas réussi à dissuader Moscou, qui considérait le projet non seulement en termes économiques, mais aussi comme un impératif de souveraineté nationale et de projection de puissance. La mise en œuvre du plan a commencé avec une détermination féroce. Des flottes de navires de dragage spécialisés, dont certains construits en Chine, ont été déployés dans le golfe de Lobé pendant les brèves fenêtres sans glace de l'été. Le travail était lent et laborieux. Les équipages devaient faire face à des conditions météorologiques imprévisibles, à un brouillard dense et à la menace constante de la glace flottante. Les défis logistiques étaient immenses. Fournir du carburant, des pièces de rechange et du personnel à des opérations se déroulant à des centaines de kilomètres du port le plus proche dans l'Arctique russe est une entreprise herculéenne. Parallèlement, dans les chantiers navals de Saint-Pétersbourg et de l'Extrême-Orient, la construction des nouveaux super brise-glaces de la classe Leader, baptisés Rossiya, se poursuivait. Ces navires, longs de plus de 200 mètres et propulsés par 2 réacteurs nucléaires, sont conçus pour être les brise-glaces les plus puissants jamais construits. Cependant, leur construction a été en proie à des retards et à des dépassements de coûts, un symptôme des difficultés de l'industrie russe de la construction navale, encore aggravées par les sanctions qui ont coupé l'accès à certains composants et technologies occidentaux. Les revers initiaux n'ont pas manqué. En 2021, avant même l'escalade de la crise ukrainienne, une vingtaine de navires se sont retrouvés piégés dans les glaces le long de la route maritime du Nord plus tôt que prévu dans la saison, soulignant la nature imprévisible de l'environnement arctique. L'un des brise-glaces nucléaires existants a subi une panne de moteur, ce qui a obligé à le retirer du service pour des réparations imprévues et a mis à rude épreuve la capacité de la flotte restante à maintenir les voies ouvertes. Des défis humains se sont également posés. La Russie a été confrontée à une pénurie de marins qualifiés ayant l'expérience de la navigation polaire, un ensemble de compétences hautement spécialisées. De plus, il y avait une résistance silencieuse mais significative de la part de certaines compagnies maritimes internationales, qui hésitaient à s'engager sur la route en raison de son association avec le régime de sanctions et des préoccupations relatives à la réputation. Pour de nombreuses entreprises occidentales, faire des affaires via l'infrastructure contrôlée par la Russie était tout simplement trop risqué d'un point de vue politique et commercial. Pourtant, malgré ces luttes, les premiers signes d'espoir, du point de vue de Moscou, ont commencé à apparaître. En février 2021, un méthanier de Novatek, le Christophe de Margerie, a effectué un voyage expérimental vers l'est le long de la route maritime du Nord au milieu de l'hiver, une première pour un navire de cette taille. Bien qu'il ait nécessité l'escorte d'un puissant brise-glace, le voyage a été considéré comme une preuve de concept réussi,
démontrant qu'avec une assistance suffisante, une navigation quasi annuelle était techniquement possible. Puis, après le pivot de 2022, le trafic de pétrole et de GNL russe à destination de la Chine et de l'Inde via la route a commencé à augmenter régulièrement. Chaque voyage réussi était une petite victoire, renforçant la confiance dans le projet et fournissant des données précieuses pour affiner les modèles de glace et les stratégies de navigation. La Chine a joué un rôle crucial en signalant sa confiance. La COSCO a continué d'accroître le nombre de ses voyages, et les banques chinoises ont fourni des financements essentiels qui étaient devenus inaccessibles auprès des sources occidentales. L'arrivée du premier module massif construit en Chine pour le projet arctique LNG-2, transporté sur un navire lourd via la route maritime du Nord, a été un moment symbolique. C'était la manifestation physique de la route de la soie polaire en action, reliant la capacité industrielle de la Chine aux ressources énergétiques de la Russie par le biais de ce nouveau corridor arctique. La transformation du paysage arctique, bien que lente et difficile, était en marche. À mesure que le trafic maritime et les activités industrielles s'intensifiaient, le point de basculement est devenu de plus en plus évident. Il ne s'agissait plus seulement de voyages expérimentaux, mais de la mise en place d'un système commercial régulier et croissant. Le succès des exportations de GNL a encouragé de nouveaux investissements dans des projets d'extraction de ressources le long de la côte, notamment des mines de charbon et de cuivre, qui à leur tour justifiaient la construction de nouvelles lignes de chemin de fer et de ports pour les relier à la route maritime du Nord. La dynamique a commencé à s'auto-entretenir. Plus il y avait de trafic, plus il devenait rentable de construire et d'exploiter les infrastructures de soutien, et plus ces infrastructures devenaient robustes, plus la route devenait attrayante pour de nouveaux trafics. La Russie a commencé à activement promouvoir la route auprès des nations non occidentales, offrant des tarifs préférentiels et des processus d'autorisation simplifiés pour attirer les compagnies maritimes d'Asie et du Moyen-Orient. Le discours a changé, passant d'un discours de survie économique à un discours de leadership stratégique dans une nouvelle ère du commerce mondial. La transformation était en train de passer d'un projet d'ingénierie à une réalité géopolitique. Mais cette transformation a eu un coût terrible. Un coût qui ne figure pas dans les bilans des compagnies maritimes ou les plans budgétaires du gouvernement. La cascade de succès économiques a déclenché une cascade d'effets écologiques dévastateurs. Le projet de dragage dans le golfe de Lobé, par exemple, a soulevé de vives inquiétudes parmi les biologistes marins. Un scientifique marin d'une institution européenne avertit que le fait de remuer des millions de tonnes de sédiments du fond marin pouvait libérer des toxines et des métaux lourds emprisonnés depuis longtemps, contaminant la chaîne alimentaire. De plus, le nuage de sédiments en suspension réduit la pénétration de la lumière, ce qui a un impact sur le phytoplancton, la base de l'ensemble de l'écosystème marin de l'Arctique. Le golfe de Lobé est une zone de frai et d'alvinage cruciale pour de nombreuses espèces de poissons, dont le corégone et l'esturgeon, qui sont essentiels à la fois pour la biodiversité et pour la subsistance des communautés autochtones locales. La destruction de cet habitat risquait de provoquer un effondrement des populations de poissons, avec des effets en cascade sur les phoques, les bélugas et les ours polaires qui en dépendent. Le retour de la faune, généralement un signe de guérison écologique, était dans ce cas une source de préoccupation croissante. L'augmentation du trafic maritime a entraîné une pollution sonore sous-marine sans précédent dans des eaux autrefois calmes. Le bruit des moteurs des navires, et surtout le son assourdissant et grinçant des brise-glaces qui brisent la glace, peuvent interférer avec la communication et la navigation des mammifères marins comme les bélugas, les narvals et les baleines boréales. Ces animaux dépendent du son pour trouver de la nourriture, localiser leurs congénères et éviter les prédateurs. Le vacarme constant risque de les chasser de leur zone d'alimentation traditionnelle et de perturber leur route de migration. Les communautés autochtones du peuple Nénètse, qui pratiquent l'élevage de rennes depuis des générations dans la péninsule de Yamal, ont exprimé leur profonde inquiétude. Leurs routes de migration saisonnières, qui traversent les rivières et les baies gelées, sont de plus en plus perturbées par les chenaux brisés par les glaces laissées par les navires, ce qui rend les traversées dangereuses, voire impossibles, pour leurs troupeaux. Un ancien de la communauté a simplement déclaré « La terre devient cassée. La mer devient bruyante. C'est une nouvelle vie que nous ne comprenons pas. » L'environnement lui-même a commencé à changer de manière alarmante et imprévue. Le risque d'une marée noire majeure dans l'Arctique est devenu une préoccupation primordiale. Le nettoyage d'un déversement dans des conditions arctiques, avec la présence de glace, des températures extrêmes et une obscurité quasi permanente en hiver, est considéré par les experts comme presque impossible. Un accident majeur pourrait avoir des conséquences écologiques qui dureraient des décennies, dévastant des écosystèmes fragiles qui ont très peu de capacité à se rétablir. Et puis il y a l'ironie la plus cruelle de toutes, la boucle de rétroaction du carbone noir. Les navires, en particulier ceux qui brûlent du fioul lourd, émettent des particules de suie, ou carbone noir. Lorsque ces particules sombres se déposent sur la neige et la glace blanche et réfléchissante, elles assombrissent la surface.
Cette surface plus sombre absorbe plus de chaleur du soleil au lieu de la réfléchir dans l'espace, ce qui accélère la fonte. Ainsi, l'augmentation même du trafic sur la route maritime du Nord, rendue possible par la fonte des glaces, contribue directement à accélérer cette même fonte. C'est un cercle vicieux qui transforme la route commerciale en un moteur du changement climatique. La grande révélation n'était pas seulement la naissance d'une nouvelle voie commerciale, mais aussi l'ouverture d'une nouvelle et dangereuse boîte de Pandore écologique. La transformation était complète, à la fois sur les cartes des logisticiens et dans la chimie délicate de l'atmosphère arctique. Ce qui se passe dans l'Arctique a fondamentalement changé la façon dont les scientifiques, les stratèges et les défenseurs de l'environnement perçoivent la région et le monde. La nouvelle leçon est que le changement climatique n'est pas seulement une crise écologique, c'est aussi un accélérateur géopolitique. Il peut créer des gagnants et des perdants, ouvrir de nouvelles arènes de compétition et réécrire les règles du pouvoir mondial. L'Arctique n'est plus la périphérie isolée et pacifique qu'il était autrefois. Il est devenu un théâtre central où se jouent les grandes rivalités du XXIe siècle. L'alliance sino-russe dans le Nord a déclenché des signaux d'alarme dans les capitales occidentales. Les nations de l'OTAN, en particulier les États-Unis, le Canada, la Norvège et le Danemark, ont réagi en renforçant leur propre présence militaire et leur capacité dans l'Arctique. Les États-Unis ont nommé leur premier ambassadeur itinérant pour l'Arctique et ont publié une nouvelle stratégie nationale pour la région qui met l'accent sur la concurrence avec la Russie et la Chine. Il y a une nouvelle course aux armements pour les brise-glaces, les États-Unis et le Canada s'efforçant de construire de nouveaux navires pour combler l'énorme fossé avec la flotte russe. Le paradigme a changé, passant d'une coopération scientifique à une dissuasion militaire. Malgré la dynamique actuelle, l'avenir de la route maritime du Nord est loin d'être certain. Des défis considérables subsistent. La viabilité économique à long terme de la route dépendra de sa capacité à devenir véritablement compétitive en termes de coûts par rapport à Suez, une fois que la crise de la mer Rouge se sera apaisée. Cela nécessitera des investissements continus et massifs dans les infrastructures, une plus grande flotte de brise-glace et une réduction des droits de transit, ce qui pourrait nuire à la rentabilité pour la Russie. De plus, la menace d'une catastrophe environnementale majeure plane sur le projet. Un seul déversement de pétroliers de grande ampleur pourrait non seulement provoquer une dévastation écologique, mais aussi entraîner un cauchemar en matière de relations publiques, ce qui pourrait dissuader les compagnies maritimes soucieuses de leur image d'utiliser la route. Sur le plan géopolitique, une militarisation accrue de la région augmente le risque de mauvaise appréciation et de conflits. La perspective de voir des navires de guerre chinois escorter des navires commerciaux chinois à travers des eaux revendiquées par la Russie pourrait un jour mettre à l'épreuve les limites du partenariat, sans limite, entre les deux nations. Pourtant, la route maritime du Nord sert de modèle puissant, une étude de cas sur la façon dont les nations peuvent exploiter les perturbations environnementales pour poursuivre des objectifs stratégiques. C'est un modèle pour un monde plus transactionnel et contesté, où les anciennes normes de coopération sont érodées par la concurrence des grandes puissances. D'autres régions du monde observent attentivement. Des pays pourraient-ils être tentés d'exploiter la fonte des glaciers dans l'Himalaya pour de nouvelles ressources en eau, au mépris de leurs voisins en aval? Les nations équatoriales pourraient-elles utiliser les changements dans les régimes de précipitation pour obtenir un avantage agricole sur leurs rivaux? L'histoire de la route maritime du Nord est un microcosme d'une nouvelle réalité mondiale. Elle nous montre un avenir où les frontières de la nature et de la politique sont de plus en plus floues, où la fonte des calottes glaciaires a un impact direct sur la sécurité des chaînes d'approvisionnement et où la survie d'un écosystème est mise en balance avec les ambitions d'une nation. En fin de compte, la route maritime du Nord est un paradoxe incarné. Née de la chaleur d'un monde en réchauffement, elle ne peut prospérer qu'en accélérant ce même réchauffement. C'est une voie rapide vers l'Asie, mais peut-être aussi une voie rapide vers un point de basculement climatique irréversible. Alors que les brise-glaces nucléaires russes se feraient un chemin à travers la glace qui s'amincit, ils ne se contentent pas de tracer une nouvelle route commerciale. Ils sculptent les contours d'un avenir plus chaud, plus compétitif et profondément incertain pour nous tous. Le grand jeu du Nord